Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous revenons encore une fois avec Dr Georges Matondo Balenda, qui est chirurgien plastique. Il évolue ici en Afrique du Sud depuis près de 34 ans, congolais de naissance. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Encore une fois, nous sommes très reconnaissants à vous pour votre temps que vous nous accordez une deuxième fois. Oui. Nous vous revenons parce que nous avons pensé qu'il était important que nous revenions pour parler d'un point que nous avions survolé la dernière fois. Mais est-ce qu'on vous donne le temps de dire bonjour aux téléspectateurs? Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette faveur de revenir sur moi sur un sujet qui est important. Oui. Et que je salue aussi vos téléspectateurs et tous ceux qui vous sont fidèles sur vos émissions. Oui. Avec l'espérance, avec l'espoir que cette émission va pouvoir ouvrir les perspectives de développement et d'implantation dans notre pays. Docteur, nous voyons que votre mur il est plutôt bien bombé. Est-ce que vous pensez que nous avions suffisamment présenté par rapport à ce que vous faites? Nous avons seulement dit que vous étiez chirurgien plastique, mais est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oui, il y a, en plus de ça, j'ai ma spécialisation chirurgicale. Oui. Et j'ai accompli à l'université de Kinshasa avant de venir ici. Donc, ce qui fait que, bon, ça profite aux malades dans ces spécialités. Et la chirurgie plastique, bon, moi je n'aime pas trop l'appeler plastique parce que c'est beaucoup plus la chirurgie de reconstruction. Ok, merci. Nous avons beaucoup de déformations chez nous. Et bon, ceux qui veulent aller à autre chose qui soit cosmétique, esthétique, c'est là où maintenant ça s'applique. Ok, en tout cas, merci beaucoup, docteur. La dernière fois, nous avons, comme nous disions, nous avons plus martelé sur la chirurgie et au besoin, nous avions appuyé avec une vidéo qui est passée. Nous voulons aussi souligner que vous êtes aussi dans l'évaluation médico-légale. Docteur, c'est quoi l'évaluation médico-légale? Bon, en fait, c'est une spécialité qui est ouverte, ok, et qui associe l'expertise médicale qui est bien demandé par la justice. Quand il s'agit de survivants, surtout des vivants. Oui. Il faut faire la différence avec la médecine légale dont on parle souvent, qui est beaucoup plus concentrée sur le post-mortem. Okay. Après le décès, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé. Et a causé la mort. Oui, voilà. Alors cette évaluation-là, c'est beaucoup plus pour les vivants qui ont été victimes, je peux dire, de négligence médicale, qui ont été victimes des accidents de trafic routier, accidents de travail, tout ça. C'est ce qui représente l'enveloppe d'expertise que nous évaluons sur la demande des avocats. Sur place, il y a la fiduciaire des avocats qui sont bien routinés, qui sont bien développés dans ce secteur-là et qui demandent notre expertise, notre concours en fait. Donc, ça se fait en collaboration, les hommes de loi et de droit en connivence avec les médecins. Exactement. Parce que quand vous allez défendre, si vous voulez défendre votre malade qui a été victime d'un accident de trafic routier, il y a une expertise qui est nécessaire. Vous n'allez quand même pas dire que non, voilà, moi j'étais victime et puis depuis je souffre de ceci ou de cela. Ben, c'est la médecine qui a contribué, qui doit certifier. C'est que vous avez, et le mettre en rapport direct avec l'accident ou ce qu'il y a comme circonstances. Puisque nous sommes ici pour la RDC, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment est-ce que nous pouvons transplanter cette évaluation médico-légale de l'Afrique du Sud en République démocratique du Congo? Actuellement, c'est ma motivation. C'est ma motivation que je cadre dans une vision pour savoir comment on peut assister aussi notre justice sur place et assister aussi nos malades. Parce que nous en avons des malades qui ont été dans ces situations-là. Beaucoup même. Oui.
Et puis, il y a aussi l'arbitraire. Quand le service n'existe pas sur place, on ne peut pas savoir comment cela opère. Alors, mon objectif, en fait, c'est quoi? C'est amener justement ce service et le mettre à la disposition du malade, du public et de la justice. Ça se limite à une motivation, puisque vous dites que c'est votre motivation, ou vous y travaillez déjà? Je travaille déjà ici sur place, ça fait plus de 10 ans, depuis que j'ai eu mon certificat de la formation que j'ai eue, une formation américaine. Non, je demandais plutôt dans le cadre de la RDC, puisque nous voulons apporter ce genre d'expertise en RDC. Est-ce que c'est toujours une motivation ou vous avez déjà des projets ou des pensées d'aller vers la RDC? Oui, un projet est en cours. C'est pouvoir installer le service sur place à Kinshasa. Savoir un peu plus, docteur? Oui, parce qu'il y a un cadre d'abord. Quand vous parlez de mettre un service à la disposition du public, vous devez avoir un cadre, un bureau où vous devez opérer. Et c'est à ce titre-là que je pensais que, sur discussion avec l'hôpital Ariel, qui est à la Gombe, c'est là où qui a une certaine orientation, d'aller sur place et de pouvoir maintenant opérer. Nous voyons bien que vous en avez la volonté, parce que la dernière fois, quand nous avons visité, vous avez parlé des conditions par rapport qui peuvent vous attirer en RDC. Vous avez parlé des conditions de travail et de tout ce qu'il faut mettre en place, et que déjà les Congolais, docteurs congolais évoluant en Afrique du Sud, ils sont pleins de la volonté de venir, mais il faut que le gouvernement crée ce genre d'environnement. Vous en avez un, Ariel maintenant. Dites-nous-en un peu plus, docteur. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre dans cette création d'environnement, et où vous en êtes déjà, si on peut le savoir? Bon, pour l'instant déjà, un acquis. L'hôpital offre son infrastructure pour ça. Et puis de deux, aussi participer dans la formation des médecins sur place. Parce que d'abord, l'information. Parce que les médecins sont des professionnels de santé qui doivent être informés de l'existence de ce service. Parce que nous fonctionnons dans un système où on se connaît par les spécialités. Alors c'est cette capacité-là qu'il faut d'abord, porter à la connaissance des gens. Et les premières personnes, c'est quoi? Ce sont les professionnels de santé. Et puis de deux, maintenant, s'ouvrir à la justice. C'est parce que quand la justice est organisée dans le cadre de droits de droits de l'homme, droits constitutionnels, ces éléments doivent être pris en compte, de manière à ce que si le service est là, que les gens sont informés suffisamment avec le marketing, par rapport à ce que vous faites déjà, c'est déjà un marketing, porter à la connaissance du public qu'il y a ce service-là qui peut être profitable. De la même chose avec la chirurgie de reconstruction de plastique. Nous avons beaucoup de Congolais qui vont à l'extérieur. Exactement. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance d'un service organisé avec de très bons résultats qui puissent les garantir de s'offrir à ces services-là. J'aime ce que vous dites, de très bons résultats, parce que récemment, nous avons eu un incident ou plusieurs incidents que nous avons appris sur les réseaux sociaux, à la télévision, de ceux qui perdent leur vie à cause de cette chirurgie de reconstruction, docteur. Puisque vous êtes du domaine, est-ce que d'emblée, vous pouvez nous dire quels en sont les bons et les mauvais côtés, et qu'est-ce qui fait que ça soit mauvais, et qu'est-ce qui fait que ça peut être bon, et dans quelles conditions quelqu'un peut en perdre la vie? Oui, bon. C'est tout le corps qui est concerné par la chirurgie de reconstruction. À condition bien sûr de pouvoir identifier ce qui est corrigeable. Exact. Et puis à disposer de moyens pour s'offrir ce service-là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ce service-là doit garantir par ses résultats. Si vous avez déjà un passé par rapport à ce que vous faites, ce sont ces résultats-là que, quand ici en Afrique du Sud, quand le malade vous voit, il vous voit ce que vous avez comme certificat de formation, il vous pose la question de savoir combien de cas vous avez fait et quels sont les résultats. Et vous devez le prouver. Et c'est comme ça que nous documentons pratiquement tout. J'ai des malades qui arrivent de Kinshasa avec des kéloïdes, qui sont de grosses cicatrices là-bas. Et malheureusement, sur place, ils ont été opérés 1 ou 2, 3 fois et ça revient. Alors, quand ils arrivent ici, avant même qu'ils aillent quand même prendre contact, je dis, écoute, moi je le fais ici, dans ces conditions ici, mais je ne le fais pas en coupant seulement. J'ai un service complémentaire, un traitement complémentaire à ça, de manière à garantir les résultats.
Donc, les plus vieux malades que j'ai au pays, ils ont plus de 5 ans, ça n'est plus jamais revenu. Et ils sont contents. Et ce sont tous ceux-là maintenant qui se donnent, qui passent leur formation. Mais en amenant ce service-là à Kinshasa, ça réduirait un peu le coût. De déplacement et tout vers tous les autres pays où les Congolais se rendent pour faire ce genre de chirurgie de reconstruction. Mais j'ai aimé quelque chose que vous avez encore dit, les moyens pour s'offrir ces services-là. Docteur, vous allez à Kinshasa, enfin en RDC, vous allez commencer à offrir ces services. Comment est-ce que le petit peuple pourrait se l'offrir? Parce qu'en plus, vous dites qu'il y a des services complémentaires qui sont attachés à la chirurgie de reconstruction. Lesquels sont-ils en passant, si on peut les connaître aussi? Bon, il y a d'abord l'infrastructure par elle-même. Oui. Hein? Et puis de deux, il y a ces services complémentaires. J'ai dit que la chirurgie ne se fait pas en individu. Oui. C'est une entreprise. C'est multidisciplinaire. Oui. Ce que moi je fais peut être complété par quelqu'un d'autre. Exact. Je peux avoir mes limites, mais ces limites-là peuvent être bénéficiées des services de quelqu'un d'autre. Vous parlez toujours de quelqu'un d'autre qui aussi fait la chirurgie de reconstruction ou qui peut être neurologue, anesthésiste. Radiologue, par exemple, radiothérapeute. Ouais, parce que là, il y a un service. Quand je dis que je fais ça, mais après avoir opéré, vous devez aller dans ce service-là pour que vous puissiez bénéficier de la radiation. Okay. Je parle ici de kéloïdes. Vous comprenez un peu? Oui. Et puis de deux, il y a aussi l'industrie pharmaceutique offre pratiquement ce qu'il y a comme complémentaire, comme des injections. Et de trois, il y a aussi l'industrie des plaies. Par exemple, quand vous avez une infection, il y a tout ce qu'il y a comme produit qu'il faut associer dans ce traitement-là pour un bon résultat. Et il y a aussi ces produits cosmétiques qu'il faut absolument avoir. Donc, il ne s'agit pas de décider d'aller faire quelque chose sans pouvoir s'entourer de tous ces éléments-là pour garantir le bon résultat. Parce qu'à la fin, quand il y a un échec, le malade a le droit de se plaindre. De dire que donc voilà, depuis ça, voilà ce que je suis en train de vivre. Et ça ouvre maintenant à l'évaluation médico-légale. Exact. C'est là où on parle de négligence, de malpractice, des choses comme ça, qui posent beaucoup de problèmes chez nous. Ouais. Bon, peut-être que jusque-là, les gens bénéficient un peu de cette absence-là. Parce que finalement, quand il y a un décès chez nous, il y a toujours des explications. On met ça sur le compte de l'oncle, tout ça. Alors qu'en fait, ça peut aussi être une erreur médicale. Voilà. Et donc, d'emblée, on comprend que c'est l'absence de ces autres spécialisations qui sont attachées à cette reconstruction chirurgicale qui peut-être ont manqué et qui ont coûté la vie à de nombreux Congolais qui se rendent dans d'autres pays que nous ne voudrons pas citer. Exactement. Pour faire ce genre d'opération. Oui. Et docteur, dites-nous un peu, nous avons parlé, nous disons comment... par rapport à votre domaine d'expertise, quelles sont les autres disciplines vraiment attachées, si vous pouvez les nommer? Et puisque vous êtes déjà en route vers la RDC pour commencer à offrir vos services, est-ce que vous allez emmener ces mêmes services déjà? Vous allez les trouver sur place ou vous venez comme en package, vous amenez tout ou vous devez encore les trouver pour que vous y allez ensemble? Bon, si je dois peut-être répondre à l'évaluation médico-légale, oui. Cette évaluation-là porte sur les survivants, ou les survivants avec des séquelles ou des handicaps. Oui. Alors, dans le protocole de travail, nous faisons cette évaluation-là à la fin de la 2e année. Pourquoi? C'est recommandé par le protocole de travail dans l'évaluation. Si on a pris le minimum de 2 ans, parce que c'est un minimum des résultats obtenus pendant 2 ans de traitement adéquat, je dis bien, d'un malade accidenté ou quoi, au-delà de ces 2 ans, il y a très peu de chances de pouvoir améliorer les séquelles ou les handicaps. Donc, on comprend que ce n'est pas une opération qui commence et se termine à l'opération même. Il est nécessaire qu'il y ait un suivi. Absolument. Vous le dites sur 2 ans. Oui, sur 2 ans au moins. Parce que au-delà de cette période-là, on estime qu'il n'y aura pas une très grande amélioration de
ce qui est déjà constitué comme handicap. Et que, partant de cet handicap-là, vous pouvez faire votre évaluation et savoir que voilà, ça, c'est un handicap qui est permanent. Ou ça, c'est un handicap qui peut être amélioré. C'est la raison pour laquelle, dans cette évaluation-là, on parle de réhabilitation des malades, ou réhabilitation des accidentés, ou réhabilitation des, je ne sais pas, des opérés, pendant une période donnée. Et c'est justement après cette période-là qu'on est en mesure de pouvoir dire que non, ça, ce sont des séquelles qui ne peuvent pas s'améliorer. Alors, ils ne sont pas des malades laissés pour compte. C'est là où nous parlons de la morbidité. La morbidité, c'est en fait ce qui découle du traitement qui avait été conduit parfaitement, mais qui ne peut pas remettre le malade dans son état initial. Et c'est là où maintenant qu'on doit, ces malades-là, on ne l'abandonne pas. Si vous avez un malade qui a été victime d'un accident et il est paralysé des membres inférieurs, il ne peut plus bouger. Mais ce malade-là, si nous considérons que c'est un ingénieur, mais on ne va pas l'abandonner parce qu'il peut travailler avec sa tête. Comprenez un peu. Donc on doit maintenant l'assister. Alors si on peut offrir un service, une évaluation d'abord, de ces conditions, et que cette situation-là a été le résultat ou la conséquence d'un accident, il y a une prise en charge. Ce ne peut pas la famille qui doit prendre ça. Vous comprenez un peu? Et c'est ici où nous avons même les rôles d'accident fund. Ces fonds-là est destiné à supporter les malades victimes, les survivants victimes des accidents, et qui peuvent encore être réinsérés dans l'économie du pays. Okay? Et sur le plan social, la même chose. Alors vous imaginez la charge qu'il y a de prendre un membre de famille à la maison, que vous devez vous occuper de lui par ses besoins, par à manger, sans qu'il y ait une conséquence, sans qu'il y ait un support, soit de l'État, soit d'un fonds. Donc ça, ce sont des choses, c'est quand même important, mais on pourra avoir le temps de pouvoir en discuter, parce que c'est une spécialité qui est vraiment assez développée dans les pays avancés, ou dans l'évolution de leur société. Il y a ces éléments-là qui doivent accompagner justement cette évolution. Donc, si je comprends bien, l'implication du gouvernement s'impose parce que si nous pouvons faire l'observation, en RDC, il n'y a carrément pas la classe moyenne. Oui. Et comment est-ce qu'ils s'offrent vos services? Vous y avez pensé, docteur? J'ai pensé à ça parce que la responsabilité du gouvernement est là, à 3 niveaux. 1, il y a le droit constitutionnel. Okay? Le droit constitutionnel, le droit du malade. Ok, il doit absolument. Ça, c'est un. De 2, maintenant, le mécanisme, qu'est-ce qui est mis sur place pour que ce droit du malade-là, si nous parlons d'un état de droit, ce droit-là doit absolument figurer parmi les éléments dont la société doit bénéficier. Et 3, la population. On ne doit pas sélectionner. Il n'y a pas que les gens qui doivent être bénéficiés parce qu'ils ont les moyens, peuvent le faire, mais les autres, ils ne peuvent pas être laissés pour compte, comme j'ai dit. Et quel est le mécanisme qui doit être là? Parce que tout doit se faire avec le concours et la responsabilité de l'État par rapport à sa population. Mesdames et messieurs, tout doit être fait avec le concours de l'État par rapport à sa population. Nous vous revenons après cette petite pause. Mobile ya bato nzambe elamba bato nkolo ebongi na nzoto ya moto te ukabola bozambe na yo na nani bokumuno na nani obengama mokonzi ya mbobiso tozala soki yo sepeli na loyembwa lelo pardon pesa lokumu epai ya nzambe na ngai po kembo ebongi na yo ebongi na yo ebongi na moto te ebongi na yo
ebongi na yaya te, ebongi na Nzambe na ngai Yesu. Mesdames et messieurs, nous vous revenons après cette petite pause. On vous montrait donc quel est le domaine d'expertise du docteur Balenda que nous recevrons pour vous pour une seconde fois, où nous parlons de l'évaluation médico-légale, mais aussi de la chirurgie de reconstruction. Docteur, parlons médico-légal. Comment pensez-vous que ça sera reçu en RDC? Parce qu'on a un sérieux problème de justice. Oui, merci pour la question. Elle est pertinente, mais il y a une réponse à toutes les questions. Il y a toujours les bénéfices et les conséquences. Le bénéfice pour moi, je peux le lister, ok? Mais c'est vraiment très grand. Il y a une grande contribution quand la loi existe et qu'il y a les institutions pour les appliquer. Alors, ça régularise la conduite de la société, dans le respect de la loi, et ce qui est comme sanction destinée à ça, Alors, pour ce qui est le domaine médical ou de l'évaluation, c'est aussi bien, parce que ça va régler un peu les compétences des gens, On ne peut pas opérer dans un secteur dont on n'a pas la compétence, parce qu'on est exposé à la justice. Donc, ça réglemente déjà la conduite et la pratique médicale. C'est ça le bénéfice, moi, je vois. Et puis, il faut être positif dans ça. Et puis, de deux, sur le plan de l'éthique et de la déontologie. Oui. Et ça, l'ordre de médecins, ici en Afrique du Sud, ne défend pas le médecin. L'ordre de médecins ici défend le malade et la pratique médicale. Donc, le malade a le droit d'accuser le médecin à l'ordre de médecin. Ça existe dans notre constitution? Non, puisqu'on fait le parallélisme. Je pense que c'est standard. Alors, cette pratique-là, quand elle est bien réglementée, ça discipline les gens dans leur façon d'opérer et dans leur conduite. Et ça, c'est le 3, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait des services qui puissent appliquer et faire la surveillance des décisions. C'est très important. Même en économie, on dit, ce n'est pas parce que ta comptabilité dit que non, moi je fais ma comptabilité. Mais il y a aussi l'audit qui vient évaluer ce que vous avez fait pour dégager du vrai et du faux. Et vous sanctionnez par rapport à ça. À partir du moment où vous savez qu'il y a un audit qui existe, vous allez vous réglementer dans votre comportement et dans votre performance. C'est ça le côté positif de ça. Alors, nous sommes dans une société que nous voulons organiser où les choses doivent évoluer. Alors, si les choses doivent évoluer, nous devons avoir toutes les compétences. Tous les services doivent être là pour que chacun de nous puisse se dire, tiens, une erreur dans ce sens-ci va me conduire à ça. Je vois le danger. Est-ce que beaucoup de médecins en RDC ne seront pas suspendus d'œuvrer ou d'exercer? Bon, on ne cible pas les gens. Tu comprends? C'est un peu comme qui dirait, le trafic routier, il y a des signaux. Si tu dépasses le rouge, tu te fais arrêter. Mais ce n'est pas le feu qui va t'arrêter. Mais s'il y a un service, il y a la police qui est là, qui t'arrête, tu le sais toi-même. Et tu passes maintenant par une formation qui soit complète et qui doit maintenant définir tes capacités. Voilà. Et comment pensez-vous que, dites-nous plutôt, comment l'Afrique du Sud frappe des médecins qui sont coupables de négligence? Bon, c'est ce que j'ai dit. Les malades sont informés. Ici, nous avons même un cabinet d'avocats, il y en a 2 d'ailleurs, qui fait leur marketing sur ça. Si vous n'êtes pas content du résultat que vous avez obtenu de votre médecin, consultez-nous. Et les malades, ils vont se plaindre. Et c'est à partir de là qu'ils sont orientés à l'ordre de médecin pour déposer une plainte. Ou c'est l'avocat qui le dépose à l'ordre de médecin. Et vous êtes appelé par l'ordre de médecin par rapport à cette plainte qui vient être déposée contre vous? Oui, contre vous. Et on vous donne
1 ou 2 semaines pour répondre à ça. Et à partir de là, nous savons. Parce que saluer un malade, c'est une obligation. C'est une obligation, parce que vous devez d'abord créer une certaine confidentialité, une certaine confiance. Mais si vous ne saluez pas votre malade, ça devient un problème. Comment le malade peut vous apprécier si déjà dans votre approche, il y a déjà une barrière. Donc voilà. Et quand l'erreur médicale est confirmée, quelle est la finalité en Afrique du Sud par rapport à cette légalité de manière de travailler? Mais oui, il y a des sanctions. Parce que quand c'est bien documenté, bon, il y a 2 choses dans l'application. Évidemment, cela arrive si ça peut arriver dans le secteur public ou dans le secteur privé. Dans le secteur privé, l'hôpital n'a pas de responsabilité. Si l'hôpital vous a offert les conditions adéquates, appropriées pour faire votre travail, c'est vous qui répondez à la négligence ou du moins à l'accusation. Ok? Bon, des complications, il ne manque pas, parce qu'on ne dit pas que toute faute est pénalisable. Il y a des complications qui sont connues, qui sont classiques. On peut se défendre à partir de là. C'est question de savoir que moi, je fais ce que je devais faire et je fais ça très bien. S'il y a des complications, on se savoir que ces complications existent, même si à l'ordre de 1 ou 2%. Le malade peut se retrouver dans ces conditions, dans ces complications-là. Donc, ça ne vous pénalise pas parce que c'est défendable. Mais aussi, s'il y a erreur, on vous renvoie aux études ou on vous retire votre droit d'opérer. Les sanctions, ça dépend. Il y a des erreurs graves. Oui. Là, on remet en question un peu. Il y a votre qualification. Votre qualification. Et à ce moment-là, maintenant. Mais il y a aussi sur place ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire que les médecins sont appelés à totaliser un nombre d'assistances au séminaire de reformation, tout ça. De recyclage, parce que vous devez le faire habituellement, obligatoirement. Et l'ordre médecin suit ça. On vous envoie une lettre de docteur, vous n'avez pas totalisé le nombre de points qu'il vous faut cette année. Et nous vous donnons le temps de pouvoir le faire. Donc c'est une obligation. Quoi que vous soyez, vous contribuez vous êtes membre de l'ordre, mais l'ordre vous force. Qu'est-ce qui est derrière ça? C'est parce que l'ordre aussi ne voudrait pas être responsabilisé dans une négligence. Parce que c'est vous qui avez enregistré, vous avez donné un numéro d'ordre à ce médecin de pratiquer. Oui. Donc vous avez une responsabilité. Donc l'ordre médecin se comporte comme un laboratoire d'expertise de la pratique et de la capacité de médecin à pouvoir assumer. C'est une responsabilité de l'État. Un décès ne peut pas être laissé sur compte. C'est-à-dire qu'un décès doit avoir une cause et doit avoir de la responsabilité dans ce qui est arrivé au malade. Là, docteur, nous parlons de l'ordre des médecins sud-africains. Combien de temps vous pensez que l'ordre des médecins congolais devrait prendre pour que nous atteignions le même niveau qu'à l'ordre des médecins sud-africains? Bon, nous sommes dans 2 mondes différents. Il y a le francophone et les anglo-saxons. Si moi je te parle de l'ordre des médecins d'ici, oui. Ça fait au moins... Parce que c'est le rêve que nous avons. Que la RDC ressemble à l'Afrique du Sud, du moins parce qu'ils sont assez développés en médecine et tous les genres de médecine ou des disciplines médicales, si on peut le dire comme ça. Si on peut se permettre d'avoir ce rêve-là, qu'un jour la RDC atteindrait ce niveau, combien de temps vous pouvez estimer? Bon, on ne peut pas appliquer la théorie de la réplication. Hein. Moins encore si on doit parler électronique ou quoi, cut and paste. Copy and paste. C'est ça, voilà. Si je ne peux pas aller là-bas. Yeah. Mais il y a lieu de pouvoir se dire qu'on peut copier, ok? Si pas dans l'entièreté, hein, mais les bonnes pratiques, ok? Ouais. Mais il y a toujours une chose qui sous-tend ces développements ici, ok? Il y a la logistique, ok? Et puis l'expérience, ok? Oui. Sur place ici, nous n'avons pas ces conflits qu'il y a entre la fonction publique
Et le secteur privé. Et la santé. Ah, okay. Nous n'avons pas ces conflits-là que nous avons au Congo. J'ai suivi récemment qu'il y a des médecins qui sont enregistrés à la fonction publique, mais on ne sait pas où ils travaillent exactement. C'est-à-dire que ici, d'abord, c'est l'ordre qui fait l'expertise de tout ce que vous avez comme document de formation, qui donne un avis. Mais l'engagement à l'État dépend de la disponibilité des postes et du budget alloué à ces postes-là. On ne peut pas vous prendre sans avoir ces éléments-là. C'est l'hôpital qui va dire que voilà, j'ai autant de lits et que j'ai besoin de autant de médecins. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Et c'est partant de là que maintenant, ce qu'on appellerait l'enregistrement chez nous, à la fonction publique se fait. Parce qu'au moins, le médecin ne peut pas, l'État ne peut pas payer un personnel qui ne travaille pas. Ça fait lourd dans son budget. Et puis, on doit aussi être dans la logique de être payé pour un travail rendu et performant. Bien fait. Oui. Vous comprenez? Oui, docteur. Parce que l'État a l'obligation de donner un bon service à sa population. Mais ce service-là ne peut être rendu que par des professionnels de santé. Nous sommes dans ce secteur-là. Et c'est là où l'ordre de médecin a un rôle capital. Voilà. Pourquoi capital? Parce que la performance de ce médecin-là expose au problème. Si vous avez une erreur dans l'exercice de votre fonction et que cela conduit à des conséquences, les conséquences-là ont des frais, ce qu'on appelle le litige, exposent au litige. Et ces litiges-là, c'est tout ce qu'il y a dans cette évaluation médico-légale où on est appelé à évaluer et à savoir qu'est-ce que cette faute-là. Non, d'abord, le service rendu est vraiment standard ou pas. C'est un service qui n'est pas à un standard normal. Ça doit être sanctionné. Et c'est comme ça que le département de la santé est pris dans ces litiges-là et responsabilisé dans ces litiges. Et souvent, nous, les avocats, quand ils nous appellent, ils disent, docteur Balenda, voilà, nous avons besoin de votre expertise pour nous donner des éléments en rapport avec la pratique médicale et les évidences, qu'on appelle evidence-based, medical evidence-based. C'est-à-dire que je prends maintenant ce qui est évident, qui normalement doit être fourni comme standard, n'a pas été assumé proprement. Et à ce moment-là que je dis que non, le médecin a été négligent. Ou de l'autre côté là-bas, il y a eu une mauvaise pratique dans son exercice. Ou bien c'est la responsabilité de l'hôpital qui n'a pas pu donner aux malades ou à ce médecin-là le mettre dans les conditions de travail idéales. Mesdames et messieurs, nous parlons de la chirurgie de reconstruction et de l'évaluation médico-légale avec Dr Balenda. Merci, docteur. Merci beaucoup pour votre... Mesdames et messieurs, donc désormais, comme nous vous l'avions promis, nous allons vous les trouver, les Congolais qui travaillent et qui font des miracles en Afrique du Sud afin que nous puissions en RDC bénéficier de leur domaine d'expertise, mesdames et messieurs. Merci encore, docteur. Vous avez un petit dernier mot avant qu'on finisse avec ce numéro? Oui, merci pour d'être venu et pour remercions pour votre temps. Pour porter à la connaissance de notre gouvernement, oui. Vous avez dit ça, et de notre population. Nous nous préparons à rentrer au pays et offrir ce que nous pensons de bien à offrir à notre pays qui a beaucoup contribué à notre formation et de rendre à l'État ce que nous avons gagné. Donc désormais, en RDC, vous aurez la possibilité de faire
une chirurgie de reconstruction avec Dr Malenda. Merci de rentrer au pays et d'offrir ceci. Nous disons merci au nom de toute la nation. Nous estimons que ce que nous faisons, nous ne battons pas dans l'air. Si déjà un des grands médecins congolais peut décider déjà de commencer à retourner au pays et offrir ses services à la population. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons. Mesdames et messieurs, vos réactions, suggestions, critiques, réactions, envoyez-les nous dans la boîte email. Appelez, envoyez de WhatsApp au numéro qui apparaissent sur le poste téléviseur. Donc, ceci vous éviterait de faire des voyages et des déplacements vers l'étranger pour faire des chirurgies de reconstruction après un accident, des brûlures ou etc., des défauts de naissance que vous voulez corriger, si seulement il y en a. Donc, mesdames et messieurs, donc déjà nous vous souhaitons, docteur, bonne chance. Nous souhaitons surtout que vous trouviez aussi des avocats qui voudront travailler avec vous dans cette optique, parce que nous voyons ce qui se passe dans le domaine de justice de la RDC. Mais nous ne sommes pas là pour ça, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris. À très prochainement. Bye.